Bonjour à tous, nous continuons la série sur le Shalom Bayit. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier. On va en fait parler des célibataires. Pas vraiment les célibataires, puisque on est dans un cours de Shalom Bayit, ce qui sous-entend que la personne est déjà mariée, mais plutôt les personnes qui en fait vivent dans une dimension de célibataire ou qui se sont mariées un petit peu sur le tard et qui malheureusement à cause de cela ont du mal à faire le passage justement dans le monde du mariage. Alors, premier axiome, déjà, il faut le savoir que plus on se marie tard et plus cela est difficile, plus il est difficile de s'adapter. Et on s'en rend compte qu'en fait, non seulement les années du célibat suppriment la souplesse qui est nécessaire pour former un couple, pour vraiment s'adapter à cette nouvelle vie, et non plus de cela, celui qui vit seul, lui, c'est complètement habitué à ne faire que recevoir, et il rentre donc maintenant dans un monde du mariage, comme on l'avait expliqué ensemble, qui est le monde du don, le d'aller vers l'autre, et donc automatiquement, c'est très très difficile pour lui. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, on pourrait le comprendre, il a vécu tellement longtemps, on parle des gens qui ont vécu seuls, on ne parle pas uniquement des gens qui ont vécu avant le mariage avec d'autres personnes, donc ce qui fausserait totalement la chose. Ici, on parle de personnes qui, effectivement, ont vécu une période de célibat sérieuse ou qui ont fait un certain nombre d'études et qui fait qu'ensuite, lorsqu'ils se marient, ce qui arrive très souvent maintenant le cas, malheureusement en Rousse Laaretz, où en fait on s'aperçoit que ce que la Torah nous demande de se marier sur 18, 20 ans, c'est-à-dire après on passe le cap, on est déjà à la fin, donc on voit que c'est pas respecté en dehors dans des cas ici, comme on a la chance de voir ici en Israël, mais que malheureusement les gens attendent beaucoup parfois pour se marier et prendre leurs décisions. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les gens pourraient dire, mais au contraire, à partir du moment où on est plus grand, on a plus de maturité, on a plus d'expérience de la vie, on pourrait donc plus facilement s'adapter. Erreur, puisqu'en fait on s'aperçoit, et les chiffres nous le montrent, que les gens qui se marient tôt, en règle générale, je parle d'un mariage dont la personne est sensée, la personne sait exactement ce qu'il fait, on ne parle pas du coup de foudre, on ne parle pas maintenant la petite amourette qui a fini qui a fini par lui mettre une bague à la main, on ne parle pas de ça, on parle des gens qui vraiment se sont préparés et se marient tôt, réussissent beaucoup mieux leur mariage, justement par le fait qu'ils apprennent à se construire ensemble et à grandir et à mûrir et à faire donc fructifier leur vie conjugale comme il se doit. Alors qu'est-ce qu'il se dit, la personne qui lui est restée longtemps non mariée, alors que ce soit pour études ou autre raison, parfois il sait des galères où il n'arrive pas à trouver sa conjointe, alors il se dit au bout d'un moment, ben ça y est, maintenant j'ai galéré, maintenant j'étais tout seul, je vais enfin pouvoir profiter, je vais enfin pouvoir maintenant recevoir alors que j'étais tout seul jusqu'à présent. Évidemment, comme vous l'aurez compris, s'il démarre avec cette idée-là, il risque de retomber de très très haut. Donc, pourquoi cela? Parce qu'en fait, toute personne qui vit seule, ça empêche, comme nous dit la Torah, son développement spirituel. À tel point que, dans la Gemara, on voit qu'une personne qui n'était pas mariée n'avait pratiquement pas droit à la parole. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui n'est pas mariée n'est pas encore entière. Comme la Gemara nous dit dans les Ibamot, on voit qu'une personne qui n'est pas mariée, il est charoui belo simcha, il n'a pas une véritable joie. Il n'a pas de shlemut, il n'a pas vraiment de sérénité, il n'est pas entier entre guillemets, comme nous verrons à la fin, puisque vous savez que, en fait, la notion de masculin et féminin dans la Torah est fondamentale, et que la neshama elle-même également a une partie masculine et féminine. En règle générale, les deux moitiés se retrouvent pour ensuite former un véritable couple qui était au départ une seule et même âme, comme on avait expliqué dans les premiers cours. D'un autre côté, également, on voit que le monde masculin est un monde assez clos, un monde où il y a en fait peu d'individualité, puisque en fait chacun vit un petit peu dans le même chemin, et très souvent le vecteur est unissant, c'est-à-dire que on est dans un système assez égocentrique, puisque on est là pour recevoir, on est là pour s'accommoder, on vit sa petite vie, d'accord? Et c'est ça le problème en fait qui débute là-dessus. Vivre seul dans un monde, ou dans un petit monde que l'on se forge, que l'on se forme. Donc on arrive en fait à créer un univers qui est complètement recentré sur nous, et donc là ce sont des habitudes qui s'installent, et des habitudes qui vont être très très difficiles à modifier. Pourquoi? Parce que la personne au bout d'un moment, et c'est naturel, elle a envie de vivre une vie agréable, donc elle s'habitue à certains modes de vie, à certaines horaires, à certaines choses, et avoir une personne d'un coup qui rentre dans cet univers-là, la dérange totalement, voire même est très difficile pour lui à vivre et à supporter.
Donc pas de développement personnel, on l'a vu, d'accord, au niveau du comportement comme au niveau des midotes, d'accord, des deux côtés, au niveau des attributs de son être, et également on se rend compte que les gens finissent par se forger un monde et qui est aussi un monde d'imaginaire. Et donc c'est quelque chose qui sera très difficile à changer. Il faut savoir que ça c'est principalement pour l'homme puisque la femme, elle, dans son essence, a besoin de se marier. Pourquoi? Puisqu'on avait expliqué que la femme, dans son essence, Akadosh Baruch Hu l'a créée en tant que Kéli, en tant que réceptacle. Ça veut dire qu'elle a besoin d'un soutien, elle a besoin d'épaules devant elle, elle a besoin également de recevoir pour elle donner, puisqu'elle ne veut que donner, mais pour donner aussi, pour donner, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Mais son essence même, c'est justement le fait de recevoir. C'est pour ça que le mari aura un grand rôle à jouer et que seul lui pourra jouer, puisque nous avions expliqué cela d'une façon assez approfondie dans les précédents cours. Alors, d'un autre côté, il faut savoir, attention, je tiens à le signaler, une femme qui, elle, vivrait, mais comme un homme, ça veut dire quoi comme un homme? Dans un système carriériste, dans un système où elle est sans arrêt à l'extérieur, puisqu'en fait c'est le rôle de l'homme, l'homme est dans le monde de la asiya, le monde du faire, du don, d'aller vers, d'accord, c'est lui qui sort en règle générale, bien qu'aujourd'hui il est conseillé même par la plupart des rabbinim également, il est conseillé aux dames également de travailler, non pas pour un problème de parnassa. Pourquoi? Parce que ça, je vous demande, référez-vous au cours sur la parnassa que nous avons fait, et vous verrez qu'en fait, il n'y a aucune corrélation entre le travail et la parnassa que nous recevons. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fixe, bien que nous soyons obligés de nous faire une participation personnelle. Mais le problème est différent. La femme qui commence à travailler dans un sens de carriérisme, donc en fait, elle devient, entre guillemets, un homme. Et donc, automatiquement, elle aussi va se forger un mode de vie qui est en fait complètement loin de l'essence même de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire. Et encore une fois, je parle ici maintenant pour son applaudissement à elle et non en rien pour une soumission envers son mari. Mais la femme a besoin de cela pour arriver véritablement à sa plénitude et à son épanouissement. Or, une femme qui vivrait différemment, peut-être qu'elle recevra certaines satisfactions, du kavod, c'est-à-dire de l'honneur par rapport ou de la reconnaissance par rapport à ses compétences professionnelles. Elle sera dans un milieu avec une chevra dont elle a besoin, mais comme on avait expliqué dans les cours précédents, attention, ces choses-là sont vraies, mais sont un petit peu fictives dans le sens qu'elles ne pourront jamais véritablement la faire parvenir plutôt à un épanouissement vrai, intérieur, concret, une joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme, c'est dans son foyer qu'elle pourra véritablement se développer, s'épanouir, puisque en fait c'est là qu'elle recevra tout ce qu'elle est dans son essence, c'est là qu'elle pourra mettre en exergue toutes ses qualités, c'est là qu'elle pourra justement à la fois donner satisfaction, que ce soit au niveau de l'époux, que ce soit au niveau des enfants. Donc, je referme cette parenthèse concernant les femmes, donc on peut retrouver exactement le même problème, et donc il arrive qu'on s'aperçoit qu'il y a des dégâts, le célibat crée un certain nombre de dégâts et qu'il faudra vite faire un switch à l'intérieur de soi-même, changer, tourner une page lorsqu'on voudra rentrer dans le monde de la vie commune. Le célibat, comme on a expliqué, c'est un cocon, ce cocon qui développe un égocentrisme exacerbé. Également, l'homme vieillit avant l'âge dans le sens où il prend des habitudes qu'on s'attendrait que un petit vieux prenne ces habitudes-là, mais pas un jeune, et pourtant, malheureusement, on les voit très très fermés sur certaines habitudes qu'ils ont du mal à enlever. Ils sont dans cette école-là du recevoir et non du don, donc c'est complètement l'antithèse du mariage, on l'a vu. Et donc aussi, ils ont une vision complètement unilatérale du monde. Ça veut dire qu'en fait, ils voient maintenant le monde et son univers uniquement à travers ses lunettes à lui, à travers sa propre vie. Donc ça retouche en fait la notion d'égocentrisme, c'est clair. Mais là en fait, le problème c'est que ça va plus loin parce que à partir du moment où il vit dans un tel état, il sera forcément dérangé par toute intrusion de personnes ou de dérangement dans son timing, dans ses habitudes qui pourraient parvenir. Or, lorsqu'on commence à se marier, vous l'avez tous remarqué, vivre à deux, ça n'a rien à voir maintenant que de vivre tout seul. Ça n'a rien à voir que de vivre tout seul, même avec une compagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est dans quelque chose qu'on partage au quotidien à 100% et automatiquement, on s'aperçoit que l'autre étant complètement différent de nous-mêmes, donc il va falloir complètement remodeler notre vision de la vie
du foyer, etc. Un paradoxe également qui est intéressant à noter, c'est que, et qui est en fait la conséquence de ce que nous venons de dire, il s'avère que les vieux, entre guillemets, les vieux célibataires sont des personnes qui ont beaucoup plus de mal à se marier. Non pas uniquement parce qu'ils ont du mal à trouver leur moitié, mais parce qu'en fait, ils la refusent un petit peu. Pourquoi? Parce que intérieurement, passer maintenant à l'acte voudra dire annuler tout ce monde qu'ils ont construit. Et plus ce monde a tardé, plus il est difficile pour eux de l'enlever. C'est quelque chose qui est un paradoxe. On pourrait se dire, maintenant, tu as tellement attendu que voilà, tu as une occasion, saute sur l'occasion. Non, on s'aperçoit qu'en fait, c'est eux qui ont le plus de difficultés à franchir ce pas, et nous venons d'expliquer pourquoi. Alors, les erreurs à ne pas reproduire, effectivement, comme on le voit ici, c'est justement de ne pas reproduire cette vie, parce que c'est pour ça qu'en fait, on s'aperçoit que des personnes, pourquoi sont-ils mariés? Pourquoi sont-ils gênés plutôt dans leur foyer? C'est parce qu'ils continuent à vivre, entre guillemets, un certain célibat. Ça veut dire qu'ils continuent à ramener, à transposer leur vie de célibataire dans leur nouveau foyer, avec des concessions, et c'est clair, puisque maintenant ils vivent à deux, mais au niveau de leur esprit, ils amènent un petit peu tout ce mode de vie avec eux. Et donc en fait, ils essayent maintenant de remodeler le foyer par rapport à ce qu'ils étaient, mais en gardant ce qu'ils étaient, et ça c'est une grave erreur. Il faut savoir couper net, tourner la page, comprendre en fait que maintenant je rentre dans un nouveau fonctionnement de vie, comprendre que ce qui a été, ça a été, maintenant je passe maintenant à une nouvelle étape, et plus la personne fera cette coupure d'une façon claire intérieurement, plus cela sera facile pour lui d'aborder cette nouvelle vie en commun. Certaines personnes également nous ont fait la remarque, comme quoi ils savent très bien qu'une femme n'a rien à voir avec un homme, mais en fait, je suis moi obligé de me marier, donc je fais l'effort, mais en fait je n'ai pas le choix. C'est ce qu'on appelle une vie de di'abad, ça veut dire de vivre sans arrêt a posteriori. Ça veut dire qu'on ne prend pas la vie à pleine main, on ne prend pas la chose dans la joie. Ça veut dire que bon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est vrai que finalement, ce que j'étais, c'était pas bien parce que ça ne construit pas. On ne peut pas rester célibataire. Mais sauf, je m'arrangeais bien parce que j'étais seul avec moi-même. Donc aujourd'hui, je dois faire certaines concessions. Mais du coup, ils vivent avec un fardeau sur leurs épaules. C'est quelque chose qui est très très grave et que la femme va sans arrêt ressentir. Elle va sentir en fait que elle n'est pas là en tant que femme épanouie, en tant que le mari n'est pas là pour l'épanouir, mais il est là en fait pour un petit peu combler ce manque-là qu'il avait jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement négatif, il faudra faire attention là-dessus. Pourquoi? Parce que l'épanouissement ni de le mari, ni de la femme ne pourront être aboutis, ne pourront être atteints à travers ce genre de mentalité ou d'attitude. Donc il faut faire attention, la Torah nous le dit très clairement, l'époux devra s'unir à son épouse au point de ne faire qu'une seule chair. Quand on dit ici s'unir, il ne faut pas le prendre au premier sens, au sens propre du terme. On parle ici de fusion spirituelle. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, l'homme doit comprendre qu'il n'est pas en train de se marier uniquement pour faire des concessions, qu'il est en train de se construire lui-même et d'aboutir maintenant à des niveaux qui seront complètement nouveaux, des portes complètement nouvelles qui vont s'ouvrir à lui à condition qu'il accepte effectivement de faire le travail nécessaire. Donc ça c'est primordial. Cette union spirituelle, puisque on avait expliqué la notion d'âme et je vais y revenir tout de suite, cette union spirituelle passe intrinsèquement par un travail des deux conjoints. Chacun doit arriver à comprendre l'autre et à tout faire pour qu'il puisse justement s'épanouir dans le foyer. On a vu, et on en a parlé énormément ensemble dans les précédents cours, comme quoi l'essentiel du travail repose sur l'époux et le travail ensuite passera du côté de l'épouse à elle, une fois uniquement qu'elle aura reçu effectivement l'oxygène nécessaire à son épanouissement. Donc c'est un système de vase communicant, comme ça, entre guillemets, je pourrais dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme commence à faire véritablement le travail, la femme se met en marche. À partir du moment où la chose fonctionne, elle donne au mari, le mari reçoit, il a envie de donner plus, etc. À partir du moment où l'homme ne commence pas, la machine est bloquée, rien ne peut avancer. Et même si l'homme essaye de faire énormément d'efforts, mais que l'essence même du travail dont on avait parlé n'est pas produit, ben, la machine ne pourra
toujours pas avancé, malheureusement. Donc il faut faire attention. L'objectif, c'est que, premièrement, lorsqu'on se marie, qu'on fonde un nouveau foyer, il faut avoir la conviction et la foi que si Akadosh Baruch Hu m'a fait passer sous la choupa, et je parle ici uniquement de mariages qui sont passés dans une union religieuse, dans le sens où on s'est véritablement marié, c'est pas juste des petites rencontres, même si les gens vivent maintenant en concubinage, ça n'a rien à voir. À partir du moment où il y a une union sous la choupa, ça veut dire qu'il y a un tampon scellé par Akadosh Baruch Hu, et donc aussi une aide du ciel qui va venir pour que ce foyer parvienne complètement à son épanouissement. Donc il faut savoir une chose, et bien se mettre dans la tête, et une fois pour toutes, si Akadosh Baruch Hu m'a fait passer sous la choupa avec telle épouse, c'est qu'elle est faite à 100% pour moi. Il n'y en a pas d'autre, il n'y aurait pas pu avoir mieux, il n'y aura pas toujours le Yetzer Hara sera là pour dire, regarde ton voisin, lui il a mérité une autre. Doucement, sachez qu'en fait, vous ne pouvez voir que l'extérieur des choses, que le côté immergé de l'iceberg, mais seul celui qui vit véritablement avec sa conjointe pourra savoir exactement les choses qui sont cachées derrière. Donc vous devez déjà, premièrement, se mettre bien dans l'esprit, comme quoi à partir du moment où le mariage a été accepté, ça veut dire que il est scellé pour toujours, et que mon rôle maintenant sera pour toujours d'être le mari de cette épouse, et comme quoi je devrais faire tous les efforts pour arriver justement à cette félicité, à cette sérénité, à cet épanouissement, à cette shlemut, qu'on appelle en fait cette perfection qui est tant attendue. Pour cela, il est important également de comprendre qu'il ne faut pas jouer sur deux tableaux ou pas jouer deux vies. Une fois que l'homme se marie, tout ce qu'il avait l'habitude de faire en tant que célibataire doit être annulé. Il est hors de question d'aller faire des soirées entre hommes. Il est hors de question de faire des petites, on a le droit d'avoir des loisirs, on a le droit de faire du sport entre amis, etc. Je parle, mais le côté célibataire doit être complètement annulé. Tout ce que l'on fait doit se faire à deux. Tout ce que l'on vit doit se vivre à deux. Même si on a besoin d'aller à un endroit et que la femme ne peut pas s'y rendre, elle doit être au courant, elle doit être tenue au courant, elle doit savoir exactement ce que vous faites pour lui montrer comme quoi tout ce que je vis, c'est aussi avec toi. Ça, c'est quelque chose de primordial, de façon à ce qu'on arrive à avoir une fusion qui va commencer par de la communication, qui va commencer à se traduire ensuite dans des actes au quotidien. Il faut savoir aussi ne rien cacher à son épouse. Il n'y a pas la notion de jardin secret. Ça, c'est quelque chose qui est complètement non-juif. L'homme et la femme doivent partager dans tous les domaines tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils pensent faire, tous leurs projets. Tout doit se faire à deux, et même des choses. Maintenant, sur le passé, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément tout exposer au niveau du passé, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans la nouvelle vie commune, il est hors de question d'avoir une partie de vie cachée, même si elle est complètement professionnelle. On n'est pas obligé du tout d'expliquer tout ce que l'on fait professionnellement à une épouse. Il est même déconseillé de faire cela, c'est dommage de perdre du temps là-dessus. Mais par contre, grossièrement, je dirais, la femme doit savoir exactement dans quel domaine vous êtes, où est-ce que vous êtes, quels sont les gens que vous rencontrez, de façon à ce qu'à ce moment-là, elle-même, elle soit rassurée de savoir qu'en fait, le mari partage tout avec elle, et donc elle sent qu'elle est partie intégrante même de son conjoint. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, ne rien cacher à son épouse. Je ne parle pas maintenant des choses qui toucheraient la halakha, ou si vous avez entendu telle et telle chose, vous n'êtes pas obligé de lui raconter si cela enfreint les lois du Lachon Hara, etc. Comme vous l'avez compris, on ne parle pas de ces choses-là. Donc de bien comprendre en fait, et on fera un cours là-dessus, Bezot Hashem, comme quoi le couple c'est 1 + 1 = 1, ça veut dire que de comprendre que c'est justement plus je vais partager avec mon épouse, dans tous les domaines quels qu'ils soient, et plus je vais obtenir justement, obtenir un rapprochement, parce que les gens s'imaginent très souvent malheureusement, et c'est exactement la même chose dans la Avodat Hashem, car sachez qu'un des fondements principaux, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande tellement de travailler sur le Shlom Bayit, parce que quelqu'un qui ne travaille pas sur le Shlom Bayit ne peut pas travailler dans son Avodat Hashem. C'est impossible. Puisque la relation que nous avons avec notre épouse est en microcosme la même relation que nous devons avoir envers notre Créateur. De la même façon que nous devons être droits, de la même façon que nous devons tout partager, tout dire, tout faire, puisque lui-même le sait et le voit, nous devons également commencer à le dire et à le faire avec un autre être humain, avec notre épouse en l'occurrence, et uniquement notre épouse, personne d'autre. Il est hors de question de partager des choses avec des personnes extérieures, y compris
Donc c'est avec son épouse qu'il faut complètement canaliser ces choses-là. Donc en fait on a dans le Shalom Bayit le reflet même de ce que Akadosh Baruch Hu attend pour nous de travail par rapport à la Avodat Hashem, c'est-à-dire notre relation entre nous et Dieu. Donc savoir qu'en fait un couple juif, ce n'est pas un jeu de rôle, ce n'est pas maintenant on va faire ce que la société nous demande, c'est décider ensemble, et ça commence avant le mariage évidemment, mais le jour où on passe sous la roupa, il faut que ça soit clair, il faut qu'on en discute, il faut qu'on mette les choses sur la table avec son épouse, de savoir effectivement sur quoi nous nous sommes engagés et ce qu'on voudrait maintenant construire ensemble, de façon à écrire le livre de notre vie, mais à deux, toujours à deux, sans aucun jardin secret. À partir du moment où l'homme et la femme arriveront à un tel rapprochement, à une telle union, sachez qu'effectivement, uniquement dans ces cas-là, alors leur union physique également sera agréée en haut, puisqu'en fait ils seront complètement, c'est ce que le pasuk nous disait, qu'on pourra prendre également au sens propre, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus qu'une seule chair, c'est-à-dire qu'ils vont fusionner même dans le physique, et à ce moment-là, comment? À partir du moment où ils auront fait tout le travail préalable. Mais à partir du moment où chacun fait essaye de profiter, alors évidemment c'est quelque chose qui n'est pas du tout reçu et accepté en tant que quelque chose de saint et sacré. Donc la femme et l'homme ont à travers le mariage un rôle extrêmement important, et uniquement à partir du moment où ils vont véritablement décider de faire ce travail, ils pourront arriver à leur perfection. Donc c'est exactement ce qu'on a retrouvé dans les premiers cours dont on avait parlé, comme quoi il y a un masculin, il y a un féminin. À l'origine, l'homme n'était que masculin, la femme n'était que féminin, puisque lui au départ avait les deux, et cela a été scindé. Le masculin et le féminin se sont séparés. Akadosh Baruch Hu demande de les retrouver, de les remettre ensemble pour reformer, je dirais, une perfection, une entité, qui s'appelle la Neshama, l'âme. Alors il s'avère qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est plus difficile, puisque depuis le moment où après Adam Arishon a fauté, donc malheureusement il s'avère que donc du coup il a du féminin en lui, la femme a aussi du masculin en elle. Voilà pourquoi aujourd'hui il est tellement fondamental d'apprendre à remettre les choses en place pour que le féminin et le masculin soient véritablement à leur place, que l'homme ne joue pas le rôle de la femme, que la femme ne joue pas le rôle de l'homme, pour qu'ils puissent vraiment se retrouver et former un couple, former une entité, cette âme-là qui a toujours été depuis le départ une seule et même être. À partir du moment où l'homme a compris que le mariage, c'est d'inviter notre âme, ça veut dire notre moitié, dans le jardin justement privé de notre vie, et dans le but de tout partager avec elle, alors à ce moment-là, ils pourront donner véritablement de véritables fruits dans ce jardin-là, qui est un jardin d'amour, un jardin de bonheur, et donner des fruits qui ressembleront aux parents, qui ressembleront aux ancêtres, pour remonter jusqu'au premier, puisque comme on sait, on dit toujours que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, à partir du moment où on a véritablement construit pour cela. À bientôt.